Au dîner, ma sœur a regardé mon fils et a dit, « Il y a des enfants qui naissent simplement avec un train de retard. » Puis elle a ri. Mon fils a posé son couvert en silence. J'ai répondu, « Un train de retard ? Comme toi et tes gamins qui squattaient encore ma maison et bouffaient mes courses. » Elle s'est figée. Maman a chuchoté, « Je t'en prie, ne commence pas, mais je n'avais même pas envie de dîner ce soir-là. » La semaine avait été interminable, et j'en avais marre de prétendre que tout allait bien alors que c'était clairement le chaos. Mais ma mère avait insisté. Elle disait que ce serait bien de passer une soirée où tout le monde s'asseyait ensemble pour faire semblant d'être une famille unie. Et parce que je croyais encore bêtement que maintenir la paix en valait la peine, j'ai accepté. J'ai dressé la table, cuisiné pour un régiment et appelé tout le monde. Ma fille, Manon, m'aidait à dresser les assiettes pendant que mon fils Léo était assis tranquillement à scroller sur son téléphone. Il a 12 ans, il est calme, sensible, un peu en difficulté au collège, mais il fait des efforts. Il est adorable, il se soucie des autres, et c'est mon fils. Alors, quand ma sœur Audrey s'est tournée vers lui et a lancé avec désinvolture, comme si elle commentait la météo, « Il y a des enfants qui naissent simplement avec un train de retard », puis a ricané, tout s'est glacé en moi. Léo n'a pas dit un mot. Il a juste posé sa fourchette. Mon père a essayé de changer de sujet. Ma mère m'a lancé un regard paniqué, mais je n'allais pas laisser passer ça. Un train de retard ? Comme toi et tes enfants qui vivaient à mes crochets et vidaient mon frigo ? Elle est restée pétrifiée. Ses yeux se sont écarquillés comme si je venais de la gifler en plein visage. Maman a murmuré, « Je t'en prie, ne fais pas ça », mais c'était déjà lancé. Laissez-moi revenir un peu en arrière. 3 mois plus tôt, le mari d'Audrey l'avait mise à la porte. Apparemment, il en avait assez de ses drames, de ses dépenses compulsives et de sa façon de traiter tout le monde comme si on lui devait tout. Il m'avait appelé en pleurs. Je l'avais laissé emménager avec ses 2 enfants, pensant que ce serait pour quelques semaines, 1 mois tout au plus. Je lui ai donné la chambre d'amis, j'ai fait de la place dans les placards et j'ai même installé un petit coin bureau pour ses enfants dans la salle à manger. Elle n'a jamais proposé de payer quoi que ce soit. Ni la nourriture, ni l'électricité, ni même le papier toilette que ses gosses utilisaient comme si c'était gratuit. Pendant ce temps, mon mari et moi devions compenser les dépenses pendant qu'elle passait ses journées à faire du shopping. Nouvelles chaussures, rendez-vous chez le coiffeur, sac à main de luxe dont elle n'avait aucun besoin. Quand je lui ai demandé comment elle payait tout ça, elle a haussé les épaules en disant que papa et maman l'aidaient. Il s'est avéré qu'il lui envoyait de l'argent chaque semaine. De l'argent qu'elle n'utilisait pas pour nourrir ses enfants, mais pour entretenir les apparences. Et j'ai tout encaissé. Je me répétais, c'est pas grave, c'est temporaire, ça va passer, jusqu'à ce qu'elle se moque de mon fils à ma propre table. Audrey a essayé de minimiser la chose en riant. Elle a dit que je surréagissais, que c'était juste une blague. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, si tu es si drôle, va donc louer une salle de spectacle au lieu de squatter ma chambre d'amis. Silence total. Ses enfants ont arrêté de manger. Les miens fixaient leurs assiettes. Maman s'est levée en disant, on n'avait pas besoin de ça. Papa a bredouillé quelque chose sur le fait que c'était un mauvais moment. Puis Audrey a dit quelque chose qui a failli me faire lâcher l'assiette que je tenais. Elle a lancé, eh bien, si c'est un tel fardeau, tu n'avais qu'à pas proposer de m'héberger au départ. Je suis allée dans la cuisine, j'ai éteint le feu et j'ai dit, parfait. Alors considère que cette offre est terminée. Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Maman disait que j'étais trop dramatique. Papa disait que j'aggravais les choses. Audrey était debout maintenant, hurlant qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses enfants pleuraient. Léo avait discrètement quitté la table pour se réfugier dans sa chambre. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin du mois pour trouver une solution. Que je l'aiderais pour le premier loyer, mais que c'était tout. J'en avais fini. La dispute a été violente, assez bruyante pour qu'un voisin m'envoie un SMS pour demander si tout allait bien. Ça n'en est pas venu aux mains, pas ce soir-là, mais on n'en était pas loin. Et quand tout a été fini et que tout le monde est allé se coucher, je me suis assise dans la buanderie et j'ai pleuré jusqu'à 2 heures du matin. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Audrey a agi comme si de rien n'était.
Elle était dans la cuisine en train de siroter son café dans l'un de mes mugs, scrollant sur son téléphone pendant que mon mari et moi préparions les enfants pour l'école. Pas d'excuses, pas un mot, juste un silence pesant, comme si le dîner de la veille était une scène d'un cauchemar appartenant à une autre famille. J'ai remarqué que ses enfants étaient étrangement calmes aussi. Ils n'ont pas touché au petit déjeuner qu'elle avait préparé, juste des tartines de confiture, et ils évitaient tout contact visuel. Ma fille, Manon, m'a lancé un regard entendu. On n'avait pas besoin de parler. On savait toutes les deux que quelque chose avait basculé. Ce jour-là, mon mari m'a envoyé un message, « Tu vas bien ? Tu es sûre de ton coup ?» Je lui ai répondu que oui, je devais l'être. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Audrey avait jusqu'à la fin du mois et après, elle partait. Mais toute la journée, j'ai eu un mauvais pressentiment, comme si la maison elle-même commençait à la rejeter. Elle claquait les portes plus fort. Elle laissait exprès de la vaisselle sale dans l'évier. Elle a même oublié une fois d'aller chercher ses enfants à l'école alors que c'était son tour. Quand je le lui ai rappelé, elle a répondu un truc du genre « Oh, désolée, je ne savais pas que j'étais devenue ta nounou non rémunérée. » Les choses ont empiré rapidement. Ma mère m'a appelé 3 fois cette semaine-là, essayant à chaque fois d'arrondir les angles. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'Audrey traversait une période difficile, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait, que peut-être je faisais un transfert parce que Léo avait des difficultés scolaires. J'ai failli rire. Ma sœur vivait chez moi, mangeait ma nourriture, laissait ses gosses saccager mon salon pendant que je cumulais 2 boulots juste pour payer les factures, et c'est moi qu'on accusait de faire un transfert. Puis, un événement a tout fait basculer à un autre niveau. Je suis rentrée du travail plus tôt un vendredi. Ça n'arrive jamais, mais j'avais échangé mes horaires avec une collègue. Je suis entrée discrètement par le garage, pensant faire une surprise à Manon et peut-être l'emmener manger une glace avant le dîner. Elle avait été exemplaire pendant toute cette crise. Mais quand j'ai ouvert la porte menant au salon, j'ai entendu des voix à l'étage. Je me suis figée. C'était la voix d'Audrey et celle de mon mari, Julien. Ils riaient, et pas d'un rire ordinaire. Il y avait quelque chose de déplacé dans ce son. J'ai arrêté de respirer. Je suis montée doucement, j'ai traversé le couloir jusqu'à la porte de la chambre d'amis. Elle était entr'ouverte. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Je n'avais pas besoin d'entendre autre chose. Ils étaient proches. Trop proches. Et ils ne s'écartaient pas. Ma vue s'est brouillée instantanément. J'ai reculé. Je ne pouvais plus réfléchir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas dit un mot. Je suis redescendue comme si j'étais en transe. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper à la rampe pour ne pas tomber. J'ai attendu dans la cuisine. 5 minutes, 10 minutes, je ne sais plus. Puis Audrey est descendue seule, comme si de rien n'était. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle a semblé hésiter entre mentir ou jouer les imbéciles. Puis j'ai vu ce petit sourire en coin arrogant. C'est là que j'ai craqué. Je me suis jetée sur elle, je l'ai attrapée par les cheveux et je l'ai traînée vers la porte d'entrée. Elle hurlait, me traitait de folle, disait que j'avais perdu la tête. Je m'en fichais. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai ouvert la porte et je l'ai poussée sur le perron. Puis je me suis retournée dans la cuisine et j'ai frappé mon mari au visage si fort que j'ai senti une de ses dents céder sous mes phalanges. Il n'a même pas essayé de se défendre. Il est resté là, en sang, sonné. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pointé la porte du doigt. À minuit, ils étaient tous partis. Elle, ses enfants, lui, tout le monde. Après avoir claqué la porte ce soir-là, la maison me semblait étrangère. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, toutes lumières éteintes, à fixer le vide pendant que l'horloge du micro-ondes égrenait les minutes jusqu'à l'aube. Mes mains me faisaient encore mal d'avoir frappé. Ma poitrine était encore oppressée d'avoir dû traîner ma sœur hors de chez moi. Mais je ne regrettais rien. Je n'étais pas désolée. Je me sentais juste vide. Le lendemain matin, Manon n'a pas posé une seule question. Elle est venue dans ma chambre vers 7 heures,
s'est glissé dans le lit à côté de moi et est resté là sans rien dire. Sa tête sur mon épaule, sa respiration calme. C'est ça qui m'a brisé. J'ai failli commencer à lui expliquer. J'ai failli dire, ton père ne reviendra pas, mais les mots étaient trop crus, trop adultes. Elle n'avait que 10 ans. Comment dire à une enfant de 10 ans que sa tante, avec qui elle se vernissait les ongles et regardait des dessins animés le week-end, couchait avec son père pendant que sa mère faisait des heures sup pour faire bouillir la marmite? Alors, je lui ai juste dit qu'on s'en sortirait, qu'on allait rester juste tous les trois pendant un moment. Elle a hoché la tête. Je pense qu'elle savait déjà. Plus tard dans la journée, Léo est rentré du collège et a demandé si son père était parti en voyage. J'ai dit oui, un court voyage. Il n'a pas insisté, mais il n'arrêtait pas de regarder la porte de la chambre d'amis comme si ce silence l'inquiétait aussi. Les enfants d'Audrey n'étaient pas venus lui dire au revoir. Personne ne l'avait fait. Et même si Léo ne le montrait pas, je savais que ce silence avait creusé un petit trou dans sa poitrine lui aussi. Cette semaine-là a été brutale. La maison n'avait jamais été aussi silencieuse. Avant, je rêvais de silence. Avec 6 personnes sous le même toit, le calme était devenu un luxe. Mais quand je l'ai enfin eu, ça n'avait pas le goût de la paix. C'était comme si on avait arraché quelque chose au mur. Ma mère m'a appelé 3 jours plus tard. Elle avait clairement déjà parlé à Audrey. Je sentais de la tension dans sa voix, un conflit intérieur, comme si elle ne voulait pas y croire mais qu'elle n'osait pas me poser la question. Je lui ai dit la vérité. Pas tout, mais l'essentiel. Elle est restée silencieuse un long moment, puis m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que je n'en savais rien. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Clémence, tu n'étais pas obligée de mettre les enfants dehors aussi. Je lui ai répondu que je ne l'avais pas fait. J'avais mis Audrey dehors. C'était elle qui avait choisi de les emmener. Je n'avais pas touché à leurs affaires, je n'avais rien jeté, je n'avais même pas haussé le ton avec eux. Mais je n'allais pas la laisser rester. Pas après ce que j'avais vu. Elle m'a demandé si j'avais parlé à mon mari depuis. Non. Je n'en avais aucune envie. Le lendemain, j'ai pris une demi-journée et je suis allée à ma première séance de thérapie. C'était étrange de s'asseoir devant quelqu'un qui ne savait rien de moi, d'essayer d'expliquer pourquoi je m'effondrais sans avoir l'air d'avoir perdu la tête. Mais la thérapeute était calme. Elle a écouté sans interrompre. Et quand je lui ai parlé de la fourchette de Léo, du rire stupide d'Audrey, et du mot que j'ai trouvé plus tard sur mon oreiller qui disait simplement « Tu te fais toujours passer pour la victime », avec l'écriture de ma sœur, elle n'a pas bronché. Elle m'a dit que la colère était normale. Que la trahison fait plus mal quand elle vient de ceux qu'on a protégés. Mais ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de l'humiliation. J'avais logé Audrey gratuitement. J'avais nourri ses gosses. Je l'avais couverte quand son fils s'était battu à l'école. Je lui avais prêté ma voiture quand elle disait que la sienne était en panne. Je m'étais démenée pour elle encore et encore, et elle m'avait remercié en se glissant dans le lit de la seule personne en qui j'avais confiance. Ce week-end-là, j'ai commencé à mettre les affaires restantes dans des cartons. Son shampoing dans la salle de bain des invités, les fournitures scolaires de ses enfants encore sur la table. Une chaussette orpheline dans la buanderie qui n'était ni à moi ni à Manon. Je ne pouvais pas les jeter, mais je ne pouvais plus les voir. J'ai tout mis dans un grand bac en plastique que j'ai laissé dans le garage. Puis, le dimanche, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je montais à l'étage quand j'ai vu que la porte de la chambre d'amis, celle que j'avais fermée des jours auparavant, était ouverte. Je n'y avais pas touché et personne d'autre n'était à la maison. Je suis entrée lentement, m'attendant à ce qu'elle soit vide, mais le lit était fait de frais. Et là, posé proprement sur l'oreiller, il y avait un gilet d'Audrey, le cardigan beige de marque qu'elle ne laissait jamais sa fille porter. Il n'était pas là la veille, j'en étais certaine. En dessous, il y avait un petit bout de papier avec 2 mots de sa main, « Tu regretteras ». Je ne savais pas si je devais rire, hurler ou pleurer. J'ai vérifié chaque porte, chaque fenêtre. Rien n'était cassé. Rien n'avait été forcé. Je ne sais pas comment elle est entrée. Je ne sais pas quand, mais j'ai verrouillé toutes les portes de la maison ce soir-là. Et j'ai dormi avec une batte de baseball à côté de mon lit.
Je n'ai parlé à personne du cardigan ou du mot. Ni à ma psy, ni à ma mère, ni même à ma meilleure amie, Mathilde, qui me suppliait de rayer toute la famille de ma vie depuis l'histoire du dîner. J'ai juste mis le tout dans un sac poubelle comme si c'était un déchet toxique et je l'ai jeté dans une borne de don de vêtements à côté d'une station-service délabrée. Je ne l'ai même pas mis dans celle près du supermarché à côté de chez moi. J'ai conduit 25 minutes à travers la ville. Je ne voulais pas qu'on puisse remonter jusqu'à moi. Je sais que ça semble paranoïaque, mais quand on voit une personne censée vous aimer debout dans votre chambre avec les mains de votre mari sur son dos, puis qu'on retrouve son gilet soigneusement plié une semaine après l'avoir jeté dehors, quelque chose se brise à l'intérieur. J'ai commencé à tout verrouiller. J'ai même changé le code du garage. J'ai dit à Manon que c'était à cause d'un rôdeur que j'avais vu dans le quartier. Elle ne m'a pas cru, mais elle n'a pas posé plus de questions. Pendant quelques jours, c'était calme. J'ai cru que c'était fini. Qu'elle voulait juste me faire peur une dernière fois et qu'elle était partie pour de bon. Puis l'école a appelé. L'assistante de la directrice avait l'air prudente. Elle m'a dit que Manon avait eu une petite altercation pendant la récréation. Une autre fille avait dit des choses et Manon s'était emportée. Rien de physique, mais il pensait que je devais savoir. Je suis allée la chercher plus tôt. Dans la voiture, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle fixait la vitre et a dit d'un ton très calme, « Maya m'a dit que ma tante racontait que tu étais folle. Et que papa n'est pas parti de lui-même, que c'est toi qui l'as forcé. » J'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je lui ai demandé si elle croyait ça. Elle a secoué la tête immédiatement, mais elle l'a dit comme si ça devait me faire peur, comme si elle savait que ça me blesserait. Ce soir-là, quand les enfants ont été couchés, je suis allée dans le garage et j'ai ressorti le bac en plastique. Je n'y avais pas touché depuis que j'y avais balancé les affaires d'Audrey. Vieux cahiers, fournitures scolaires, quelques vêtements. Je me suis dit que j'avais peut-être raté quelque chose la première fois. Peut-être un indice sur la façon dont elle était entrée. Ou peut-être que j'avais juste besoin de me confirmer qu'elle était vraiment partie. J'étais en train de trier ce bazar quand je l'ai trouvée. Cachée dans une pochette rose qui appartenait à sa fille. Une enveloppe, mon nom écrit sur le devant au marqueur noir épais. À l'intérieur, des pages imprimées. Au début, j'ai cru que c'était des reçus, mais j'ai regardé de plus près. Des copies de mes relevés bancaires, des captures d'écran de conversation SMS entre mon mari et moi, recadrées et prises sous un angle qui donnait l'impression que je cachais des choses. Une capture d'écran d'un virement que j'avais fait à une collègue l'année dernière pour la rembourser d'un déjeuner, entouré en rouge. L'impression d'un vieux message où je me confiais à une amie sur mon épuisement et sur le fait que parfois j'avais envie de tout plaquer. Chaque élément était étiqueté, surligné, organisé. Elle collectionnait des preuves, essayant de construire un dossier contre moi. Je suis restée assise sur le sol froid du garage pendant un long moment, essayant de comprendre son plan. Est-ce qu'elle prévoyait de demander la garde de mes enfants? Essayait-elle de saboter mon mariage avant même que leur liaison ne commence? Ou se préparait-elle à jouer la victime au cas où je me retournerais contre elle? Puis je me suis souvenue de la fois où elle m'avait demandé négligemment si j'avais une assurance vie. De quand elle avait proposé de relever mon courrier pendant que j'étais absente l'année dernière, de quand elle m'avait demandé mon code de téléphone, au cas où elle aurait besoin du Wi-Fi. Je pensais qu'elle était juste curieuse, peut-être un peu ennuyée. Je réalisais maintenant qu'elle jouait une partie d'échecs alors que je ne savais même pas qu'on était en plein match. C'est là que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Il dit que tu ne lui réponds pas. Ce n'est pas juste. Pas de nom, pas de signature. Je le fixais, le cœur battant à tout rompre. Un deuxième message est arrivé 20 secondes plus tard. Tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Tout a des conséquences, Clémence. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé les messages après avoir fait une capture d'écran, j'ai bloqué le numéro, et c'est là que j'ai remarqué l'heure. Elle avait envoyé ce message 10 minutes plus tôt, juste avant que je ne touche à la pochette. Elle savait que j'allais la trouver. Elle voulait que je la trouve. Et là, j'ai compris que ce n'était pas fini. Loin de là. Parce qu'Audrey ne m'avait pas seulement pris ma confiance ou mon foyer. Elle avait prévu de démanteler ma vie entière,
pièce par pièce. Et elle n'en avait pas encore fini. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Je n'avais pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Audrey assise à ma table, riant avec mon mari, ma fille, mon fils, comme si elle était à sa place, comme si tout lui appartenait. J'ai posé un jour de congé sans même simuler une excuse. Je ne devais rien à personne. J'ai préparé les déjeuners des enfants comme d'habitude, je les ai embrassés, et dès qu'ils ont franchi la porte, j'ai pris mes clés et j'ai foncé chez mes parents. Pas pour pleurer, pas pour hurler, juste pour obtenir la vérité. Ma mère a ouvert en peignoir, une tartine à la main. Elle a cligné des yeux, même pas surprise. Je suis passée devant elle sans un mot. Mon père était dans la cuisine à boire son café devant les infos, comme si le monde ne s'était pas effondré. Je leur ai demandé de but en blanc, est-ce que vous saviez? Ils n'ont pas demandé de quoi je parlais. Le silence a duré peut-être 5 secondes avant que ma mère ne dise, elle nous avait dit qu'elle s'inquiétait pour toi, que tu étais débordé, que tu en faisais trop, qu'elle avait peur que tu craques et que quelqu'un devait être prêt à prendre le relais. On ne pensait pas qu'elle parlait de quelque chose de grave. Elle a détourné le regard en disant ça. Mon père fixait son café comme s'il voulait disparaître dedans. C'était donc ça. Audrey plantait le décor depuis des mois, peut-être plus. Ils ne savaient pas tout, mais ils en savaient assez. Assez pour m'avertir. Assez pour voir le coup venir. Je suis partie sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. C'était Mathilde. Elle m'avait envoyé une vidéo d'une femme parlant des sœurs narcissiques qui se cachent derrière un masque de victime. Je me suis garée sur le côté et je l'ai appelée. Je lui ai tout raconté, pas par petits morceaux vagues comme avant. J'ai tout déballé depuis le début. Elle n'a pas hésité, on va tout faire sauter. Ce soir-là, après que Manon soit allée dormir chez une amie et que Léo se soit enfermé dans sa chambre avec son casque, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit la vérité. J'ai commencé à taper et je ne me suis pas arrêtée. Ce n'était ni dramatique ni émotionnel. C'était un compte-rendu factuel de tout. La nuit où Audrey s'est installée. Comment elle n'a jamais rien payé. Comment elle s'est moquée de mes enfants. Comment elle prenait de l'argent à nos parents pour ses caprices. Comment elle avait une liaison avec mon mari sous mon propre toit. Et puis la partie que je n'avais encore dite à personne, l'enveloppe de fausses preuves, les captures d'écran, les messages hors contexte. Ces tentatives pour me faire passer pour instable. Quand j'ai eu fini, j'ai joint les photos, l'enveloppe, les documents, son mot de menace. J'ai tout envoyé sur le groupe WhatsApp de la famille élargie. Tout le monde, cousins, tantes, oncles, amis proches, tous les gens qu'Audrey avait manipulés pour leur faire croire qu'elle était la pauvre mère célibataire maltraitée par sa méchante sœur. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai coupé les notifications et j'ai préparé le dîner. Ça a pris moins de 10 minutes. Ma cousine Julie m'a envoyé un message en privé, je n'arrive pas à croire que je l'ai défendue. Elle m'a envoyé des messages bizarres l'année dernière sur toi, disant que tu étais instable. Je pensais qu'elle avait juste besoin de vider son sac. C'est l'enfer. Puis le groupe a explosé. Les gens étaient furieux. Certains restaient silencieusement mal à l'aise. Un de mes oncles a ajouté qu'il avait donné de l'argent à Audrey 2 fois cette année pour les courses, pour l'avoir ensuite posté des photos d'un week-end au spa. Mon père a tenté de la défendre, elle était sous pression, elle ne voulait pas faire de mal. Ça a duré 5 minutes jusqu'à ce que quelqu'un d'autre poste une photo de notre barbecue de fin d'été. Audrey et mon mari assis côte à côte, sa main sur sa jambe à lui, son sourire trop complice, une photo que je n'avais jamais vue. Je n'ai plus dit un mot sur le chat. Je les ai laissés s'entre-déchirer. Quand le calme est revenu, il était passé minuit. J'étais assise dans le noir quand Léo est descendu avec sa tablette. Il m'a regardé comme s'il avait déjà entendu quelque chose. Il a demandé si papa allait un jour revenir. J'ai dit non. Je n'ai pas édulcoré. Je n'ai pas donné d'excuses bidons sur les problèmes d'adultes. Je lui ai dit que son père avait brisé quelque chose entre nous, que ce n'était ni sa faute ni celle de sa sœur, et que ce n'était pas réparable. Il a hoché la tête lentement, puis il a dit, « Je l'aime toujours, mais je ne crois pas que je pourrai un jour lui refaire confiance. »
12 ans. Et d'une certaine manière, il avait mieux résumé la situation que je ne l'aurais jamais pu. Il n'a pas pleuré. Moi non plus. On est resté là un moment à manger des céréales à même la boîte dans le silence. Après qu'il soit remonté, j'ai rangé les céréales, rincé les bols et sorti les poubelles. C'était la première nuit où la maison ne me semblait pas pesante, mais je savais que quelque chose arrivait encore parce qu'Audrey se taisait. Et elle ne reste jamais silencieuse longtemps. Ça a pris 6 jours. 6 jours de silence total de sa part. Pas de SMS, pas d'appel, pas de visite surprise, pas de post bidon sur les réseaux sociaux prétendant qu'elle guérissait ou qu'elle s'éloignait des gens toxiques. Juste le vide. Je pensais que l'explosion du groupe WhatsApp aurait provoqué une réaction immédiate. Elle avait toujours été rapide pour gérer les dégâts, encore plus pour se venger, mais là, rien. C'est ce qui me rendait nerveuse. Puis l'email est arrivé. Il venait du compte de mon mari. Juste une phrase, s'il te plaît, ne raconte pas toute l'histoire à Manon. Laisse-moi être son père. Je l'ai fixé longtemps. Ça m'a retourné le cœur. Pas parce qu'il ne méritait pas d'être écarté, mais parce qu'il avait le culot de demander de la retenue. Après ce qu'il avait fait, après ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message à Mathilde, qui m'a répondu, culottée de sa part de croire qu'il a encore voix au chapitre. Ce week-end-là, j'ai pris une séance avec ma psy et je lui ai posé une question que je n'avais pas encore formulée tout haut. Je lui ai dit que je pensais vouloir dire la vérité à Manon, la vraie vérité, pas seulement sur son père, mais sur Audrey, surtout. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a demandé pourquoi, et j'ai dit que plus je les couvrais, plus j'avais l'impression d'être la seule à protéger ma fille pendant qu'il continuait à jouer dans mon dos. Et j'avais raison de m'inquiéter car le lendemain, Léo est rentré du collège avec un truc dans son sac, un papier plié. Au début, j'ai cru que c'était un devoir. Puis j'ai reconnu l'écriture d'Audrey. C'était un mot, court, gribouillé à la hâte, dis à ta maman que je suis désolée que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais elle a toujours été la préférée. Ce n'est pas ta faute. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. Je me suis assise lourdement sur le bord du canapé. Ce n'étaient pas les mots qui me faisaient peur. C'était le fait qu'elle ait réussi à l'atteindre à l'école, par un camarade peut-être, ou en le laissant quelque part pour qu'il le trouve. Je ne sais toujours pas comment. J'ai envoyé un message à l'école immédiatement, en leur disant que si elle s'approchait de mes enfants, je voulais être prévenue. Je n'ai pas donné de détails, mais j'ai été très claire sur le fait qu'elle n'était pas la bienvenue. Puis j'ai assis les 2 enfants ce soir-là et je leur ai tout dit. J'ai d'abord parlé à Manon, juste les faits, que sa tante avait trahi ma confiance, que son père avait pris une décision terrible et qu'ils n'étaient pas des personnes sûres pour le moment. Je n'ai pas été dans les détails sordides, mais je n'ai pas menti non plus. Elle a pleuré, pas énormément, mais assez pour me briser le cœur à nouveau. Et puis elle a dit, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je savais que quelque chose n'allait pas. C'était pire de ne pas savoir. C'est là que j'ai réalisé qu'en cachant la vérité, je ne la protégeais pas seulement, je lui apprenais aussi à ne pas faire confiance à son propre instinct. Léo est resté assis par terre sans rien dire au début. Puis il s'est levé, est allé dans la cuisine et a jeté le mot d'Audrey à la poubelle sans un mot. Plus tard cette nuit-là, après qu'il se soit couché, j'ai écrit un dernier message à la famille. Juste un dernier. Je leur ai dit que j'avais parlé aux enfants, qu'on était en train de guérir, que je ne répondrais plus à aucune question et que je n'avais pas besoin de conseils, mais que j'appréciais ceux qui avaient choisi de me croire. La plupart ont répondu avec des cœurs. Quelques-uns ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Le lendemain matin, j'ai déposé les derniers papiers pour le divorce. C'est calme depuis. Le genre de calme qui vient après un incendie, quand tout sent encore la fumée mais qu'il n'y a plus rien à brûler. J'ai commencé à faire des promenades avec Manon après le dîner. Léo a repris la thérapie. Je suis même allée à un cours de peinture la semaine dernière juste pour voir si je pouvais rester dans une pièce pleine d'inconnus sans me sentir épiée. J'ai pu. Certains jours, je me réveille encore en colère. Certains jours, j'ai l'impression d'avoir perdu des années que je ne rattraperai jamais. Mais je ne suis plus hantée. Et mes enfants non plus.
Audrey et mon ex ont disparu de la circulation après le déballage sur le groupe WhatsApp. Je suis sûre qu'ils essaient encore de vendre leur version de l'histoire quelque part, mais ça n'a plus d'importance parce que maintenant, tout ce qui compte pour moi est sous mon toit. Et cette fois, personne ne passera la porte.